Bonjour à tous, salut, bienvenue dans cet épisode déjà 4. Ça commence à faire un petit peu. On est très ravis vraiment de pouvoir vous retrouver à nouveau dans ce rendez-vous hebdomadaire. On aime bien avoir des interventions qui font un peu écho à celle qui a précédé et aujourd'hui on reçoit Yacine Awadi qui est assistant au CSP Limoges. J'ai cru comprendre Yacine que tu étais lyonnais à la base. Est-ce que c'est vrai? Exactement, fier de l'être. Et fier de l'être. Super. Donc déjà merci de m'avoir invité. Ouais, avec plaisir. Merci de me permettre en tout cas de pouvoir en tout cas parler de mon métier qui est un peu à part aujourd'hui encore, parce qu'on est quelques intervenants en tout cas à agir en tout cas sur ce qu'on appelle le player développement. Ouais, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai dit que ça faisait écho effectivement à l'intervention de Fabrice, mais il s'agit bien effectivement du développement individuel des joueurs. Et c'est quelque chose qui effectivement est en train de croître dans le monde professionnel, où on commence à avoir des gens qui se spécialisent pour pouvoir développer individuellement le joueur. Je te relaisse la parole, pardon. Oui, donc déjà oui, en tout cas voilà, c'est l'opportunité pour moi de discuter un petit peu de ce qu'on fait dans le quotidien. L'idée, c'est vraiment sur cette intervention, en tout cas, de parler un peu de ce qu'on fait de ce qu'on fait avec le CSP. À savoir que, comme j'ai l'habitude de dire, en fait, finalement, ce travail-là n'a de sens qu'à partir du moment qu'il appartient à une organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon travail ne peut fonctionner que s'il est associé, en tout cas, on va dire, un management. On va appeler ça comme ça. Et ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment l'opportunité en tout cas de pouvoir partager avec chacun mon travail dans le quotidien. Donc ce que je vais essayer de faire en tout cas, c'est essayer dans un premier temps, en fait d'essayer déjà de me présenter un petit peu, parler de mon parcours, parce que ce qui me permet réellement aujourd'hui de pouvoir apporter un éclairage sur ce domaine-là, c'est mon expérience. Et d'expliquer que mon expérience, elle est pas uniquement professionnelle. Je suis passé par d'autres, on va dire par d'autres stades, et notamment, je suis passé également dans le sport amateur aussi. Donc l'idée, voilà, l'idée, c'est un petit peu de faire une présentation assez générale, Ça, et c'est puis cool, par la Yacine. suite. Je te coupe la parole, mais c'est bien que tu le signales parce que on en parlait là dans la préparation de l'émission et tu nous disais qu'effectivement, on n'arrive pas au haut niveau comme ça d'un coup, hein. On se Non, tout à construit au fur et à mesure. Et tu es passé par plein de structures différentes, des jeunes, de la départ, fait. C'est ça. tout C'est ça. ça jusqu'au CSP. Non, c'est ça, jusqu'au CSP. Et puis voilà, tout m'a servi, sans exception. Tout a pu me servir et l'idée, c'est un petit peu de partager tout ça avec chacun. Et puis s'il y a des questions, ce sera vraiment un plaisir en tout cas. Ok, super. Ben, on te laisse lancer ta présentation. Ça marche. Donc, bon, déjà, je vais essayer de le présenter un petit peu globalement. Comme je disais, on va présenter, je vais faire une présentation assez sommaire, mais permettre à chacun de comprendre mon parcours. Puis, par la suite, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est, à travers l'introduction, comme je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de me situer et d'essayer de faire comprendre à chacun pourquoi on travaille aujourd'hui avec un assistant, comme on dit, chargé du player développement. Et c'est le terme en anglais qu'on utilise, mais vous pouvez également dire sur le développement des joueurs, hein, c'est la même chose. Et puis par la suite, tout simplement de vous expliquer comment et de vous parler en fait de mon rôle d'une manière générale, de mes missions, de mon travail dans le quotidien. Faut pas hésiter en tout cas si vous avez des questions, les faire remonter en tout cas, les faire remonter à Yann avec un grand plaisir. Et puis voilà. Donc me concernant, euh, alors c'est assez simple. Moi, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur je dirais en 2003. Donc j'étais à Villeurbanne à cette époque-là. Donc je fais partie un petit peu de la première génération j'ai envie de dire, de coachs qui a bénéficié des premières formations en fait continues et attachées à des CFA. Donc j'ai eu cette chance-là en fait d'intégrer le CFA créé par l'ASVEL à l'époque. Et, euh, et on va dire que voilà, c'était plutôt une belle expérience. Ça a duré 2 ans. Donc j'ai commencé par
moi, j'ai commencé réellement avec les petites catégories. Et parce que voilà, j'étais un joueur, plutôt un bon joueur, je pense, de région, on va dire. Et, et l'idée pour moi, en tout cas, c'était de commencer en tout cas à toucher le métier de l'entraîneur. Pour moi, c'était plutôt une bonne chose. Donc pendant ces 2 années-là, j'ai eu la chance aussi également de faire, de savoir ce que ça voulait dire être également assistant. J'ai eu la chance aussi de pouvoir être assistant en National 2 à Bron à l'époque, donc non loin de Villeurbanne, avec notamment avec Skeeter Jackson, qui est papa d'Edwin Jackson. Et puis à la sortie de ces 2 ans-là, en fait, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un club qui s'appelle Lagneux, en fait, Saint-Sorlin-Lagneux, qui est dans le 01, donc pareil, qui est pas très loin qui est pas très loin de Lyon au final, à 45 minutes à peu près. Et puis en fait, à partir de là, j'ai envie de dire que voilà, j'ai connu en fait finalement 3 périodes réellement. Donc cette première période que j'ai faite à Lagneux, et même par la suite quelques années après, quelques années, même 8-9 ans plus tard, à Culose, en National 1 féminine. Mais c'était pour moi une période où j'ai été entre les championnats départementaux, j'ai envie de dire les championnats d'abord nationaux, puisque j'étais sur les équipes seniors à cette époque-là, et également sur les jeunes, donc régionaux, départementaux. Donc voilà, vraiment, je peux me permettre de dire que voilà, je connais, c'est des niveaux que je connais plutôt bien, et dans lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai l'habitude de le dire, mais c'est important de le redire. Mais en tout cas, c'était une période qui m'a pas mal enrichi parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu les premières fois où on était professionnels. Finalement, on avait des entraîneurs qui étaient professionnels dans des clubs amateurs. Donc, comme je vous disais, je fais partie de ces premières générations-là. Donc, je me suis retrouvé finalement un peu au sein de l'organisation, au sein d'une organisation sportive et un peu plongé dans le bain sans réellement d'expérience. Et, et ça a été vraiment pour moi une très très bonne chose pour moi. J'ai eu la chance en tout cas de côtoyer des dirigeants qui m'ont souvent voilà, qui m'ont laissé faire, qui m'ont fait confiance et ça a été un vrai plus. Suite à cette période-là, j'en ai connu voilà, cette deuxième période, cette deuxième expérience. Je me suis dit que voilà, l'entraînement individuel, c'est quelque chose que j'avais dans la tête déjà depuis longtemps, puisque j'avais l'habitude sur les entraînements, que ce soit, comme je vous disais, sur cette période précédente, avec ces équipes jeunes, seniors, j'aimais individualiser la charge. J'aimais. En tout cas, pour moi, c'était le meilleur moyen de contrer à l'idée qu'on pouvait être, peut-être 7, 8 à l'entraînement, et malgré tout, il fallait continuer à travailler et gagner le match du samedi. Donc rester dans la performance, mais toujours en ayant l'idée de travailler non pas seulement qu'à travers le prisme du collectif, mais également à travers l'idée qu'on pouvait progresser individuellement. Donc finalement, je me suis dit que ça pouvait être une possibilité intéressante de commencer à me pencher sur le travail individuel. Et on va dire que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir commencer immédiatement avec un joueur qui est Luc Mbamouté et qui a été en NBA à l'époque. Donc par la suite, j'ai continué. Donc je suis allé aux États-Unis de manière plutôt ponctuelle. Et puis les choses se sont enchaînées. Je suis parti rejoindre un autre joueur. Alors, vous savez, ça fonctionne comme ça. On parle de vous d'un côté, vous avez des agents qui vous appellent, vous avez d'autres personnes qui vont parler à d'autres. Et puis je me suis retrouvé à Istanbul pendant quelques mois à travailler avec un joueur qui était au Galatasaray à une époque où ils étaient en Euroleague, notamment avec Ergin Ataman. Donc j'ai eu l'opportunité, en étant à Istanbul, de voir en tout cas beaucoup de basket, on va dire ça comme ça, de voir des coachs comme Ataman, Perasovic ou encore Željko Obradovic travailler. Et ça a été vraiment un passage enrichissant. Puis j'ai continué en tout cas à travailler ensuite avec les équipes, en tout cas avec des joueurs, toujours, avec des joueurs de manière individuelle, mais en France, avec des joueurs comme Livio Jean-Charles, Diandra Chatroun, ou encore, par exemple, Jean-Baptiste Maille, qui, par exemple, m'a permis finalement de connaître ce troisième volet que j'ai envie de dire dans lequel je suis actuellement, qui est le CSP Limoges, puisque j'étais venu en fait comme consultant travailler avec Jean-Baptiste Maille
qui s'était fait une rupture des ligaments croisés, donc 3 mois après son opération. Et j'ai eu la chance, en tout cas, avec un staff qui m'a accueilli en tant que consultant, ce qui est pas toujours évident, et ce que je peux comprendre, en tout cas, pour quel que soit le staff. Hein, je comprends que c'est jamais évident d'intégrer une personne qui vient de l'extérieur. Et j'ai eu cette chance, en fait, de pouvoir travailler avec un joueur qui était blessé, et finalement sous le contrôle à la fois du préparateur physique, qui était à l'époque Franck Kuhn, qui est aujourd'hui en équipe de France, ou encore Xavier Dumélier, qui est kiné du club, qui l'est toujours. J'ai pu travailler, collaborer et comprendre ce que voulait dire réathlétiser. Donc vraiment des expériences différentes qui ont été très enrichissantes. Et la suite a été finalement d'intégrer le club pleinement dans le staff et d'être chargé en fait de ce que je fais maintenant depuis quelques années, à savoir d'essayer de développer les joueurs sur le plan individuel. Donc au final, je vais faire une petite transition sur le fait de parler finalement de mon métier. Mon métier, en fait, sur le fond, c'est de développer les compétences techniques des joueurs. Et donc, ça va se faire forcément de manière individuelle, mais ça peut se faire aussi, et ça, c'est important de le préciser, ça peut se faire également par groupe, mais dans un objectif toujours bien, j'ai l'habitude de dire, toujours bien précis. Et l'idée, c'est de dire finalement que c'est ce qu'on appelle pour moi de la post-formation. Voilà, moi, comment j'interprète les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, que ce soit pour moi avec des U21 ou encore des joueurs professionnels, pour moi, c'est de la post-formation. Parce qu'en fait, réellement, je travaille dans un temps qui n'appartient pas à l'équipe. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas un temps qui appartient finalement au collectif. Donc moi, j'agis en dehors de ce moment. On va appeler ça comme ça. Okay. Voilà. Super Yacine, c'est vraiment cool ce que tu racontes parce que du coup, en fait, on s'aperçoit que cette idée de développement individuel, tu l'as depuis très très longtemps et que tu l'as perfectionné au travers de tes différentes expériences aux quatre coins du monde, j'ai envie de dire. Ouais. Ok, c'est cool. On te laisse reprendre ta présentation. Bien sûr. Donc l'idée, en fait, je vais essayer de vous expliquer un petit peu cette introduction. L'idée de cette introduction, c'était simplement d'essayer de vous parler en fait de l'organisation sportive, à savoir la manière dont en fait on fonctionne au CSP. Et pour moi, il y avait une question qui était, il y a une question qui est un peu, j'ai envie de dire, fondatrice en fait au final sur le modèle qu'on développe actuellement au CSP. C'est finalement qu'est-ce que la performance? Et pour moi, c'est vraiment comment expliquer? C'est vraiment une question fondamentale parce que finalement, on a des fois une image un peu réductrice de finalement ce qu'est la performance. Enfin, j'explique un petit peu que la performance, c'est l'atteinte d'un objectif défini par l'organisation sportive, mais c'est également créer de la valeur pour les parties prenantes. En fait, c'est une idée, alors, c'est une question que j'ai envie de dire, c'est une réponse très entrepreneuriale, on va appeler ça comme ça, mais finalement, pour moi, c'est l'idée en fait qu'on peut totalement en fait transposer ça dans le monde du sport. Et quand je dis dans le monde du sport, je peux parler également du monde du sport professionnel et amateur. L'idée, elle est simple, c'est de dire que finalement, le résultat, ne penser qu'une équipe est performante qu'à travers le résultat, c'est quelque chose de très réducteur, finalement. Et finalement, de dire que toutes les personnes prenant, en fait, partie prenante en quelque sorte au projet, à ce résultat, en fait, doit également créer de la valeur. L'organisation doit créer de la valeur pour ces parties-là. Donc si je résumais un petit peu pour faire comprendre mon point de vue, c'est de dire en fait, au final, qu'on soit coach ou qu'on soit joueur, on doit forcément, quelque part, progresser. On doit à un moment donné, alors les coachs par nos interactions et nos travails communs, mais pour les joueurs, c'est très important de penser que finalement, il y a le résultat qui est défini par l'organisation, donc par le club, par le coach, et puis finalement, il y a également le fait de dire, mais moi, il faut également, en fait, finalement, que je progresse. Et c'est un peu ça l'idée. Donc j'y reviendrai un peu plus tard, mais cette idée, elle est vraiment, pour moi, elle est fondatrice finalement sur le modèle qu'on a pu créer, en tout cas, qui s'est fait sur le temps avec le club. Ok. Je te laisse partager ta présentation ici. Ouais, hop.
Ok, super. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Donc l'idée, qu'est-ce que la performance va derrière nous amener en fait à parler des déterminants de la performance. Alors, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez finalement basique, mais je pense qu'il est important de rappeler, et je vous le rappelle encore, l'idée, c'est toujours de dire à travers cette introduction, d'essayer de me resituer. L'idée, c'est vraiment de me situer dans l'organisation et d'essayer de vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, ça paraît, ce qui est affiché sur l'écran est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour de la performance, finalement, les 5 déterminants, les 5 facteurs qui vont permettre, qui vont impacter la performance sont bien évidemment le mental, le tactique, le physique. Alors la santé, on aurait très bien pu parler médical, c'est pareil, c'est de la rhétorique, mais et forcément l'aspect technique. L'idée, et ça je vais reprendre un peu ce que disait Fabien Galtier, qui est actuellement le sélectionneur d'équipe de France de rugby, et j'ai trouvé ça très intéressant sur une conférence qu'il avait fait notamment sur les datas. Il avait essayé d'expliquer que finalement, plus nous allons travailler sur les déterminants de la performance, plus nous avons de chances en fait finalement de contrôler le show. Alors voilà, avec ces mots, l'idée c'est de dire en fait de plus on va agir sur ces déterminants-là, plus on a de chances finalement de contrôler ce qui va se passer réellement le samedi. Défaite ou victoire, mais l'idée c'est d'avoir mis toutes les cartes de son côté en tout cas pour réussir, pour reprendre son terme, le show. Donc vous comprenez. Yacine, oui. Je te coupe. Tu viens de parler de data. Est-ce que tu peux peut-être nous définir ce que tu entends, toi, par data? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas une question aussi quand on arrive à un certain niveau de détails, de mettre des détails de son côté et de ne pas les laisser s'échapper et qu'à la fin, ça peut faire la petite différence? Alors, je vais parler un petit peu. Je vais commencer par parler des data. Donc, nous, en fait, au CSP, on a cette chance. On a la chance, en fait, de pouvoir bénéficier d'un data analyst. Et c'est pour ça que je vais faire un petit peu le parallèle. Et c'est pour ça que je me suis permis de reprendre un peu ce que Fabien Galtier disait. L'idée, c'est de dire finalement que il faut penser à tous les détails. Et quand on a intégré, par exemple, ce data analyst, comme tu dis, je pense à tous ces détails-là, quand on a intégré ce data analyst pour nous aider, en tout cas, dans la planification des charges d'entraînement, parce que quand vous jouez une Coupe d'Europe et vous jouez un championnat national, avec une coupe, avec la possibilité également de jouer également j'allais dire la Coupe Amitié, vous m'avez bien compris, forcément, vous devez être rigoureux sur tout ce qui va pouvoir arriver la semaine. Et l'idée du data analyst, ça reste un détail, mais pour moi un déterminant, va nous aider en tout cas avec le préparateur physique et avec l'appui du staff médical, de déterminer en fait une charge d'entraînement, de planifier. Donc comme tu disais, tout va compter, tous les détails vont compter. Et je vais continuer en vous expliquant un petit peu, finalement, en mettant derrière un déterminant, l'idée de vous mettre derrière un déterminant, faites un expert. Parce que finalement, c'est de là que notre modèle s'inspire. En fait, l'idée, c'est de dire, voici les déterminants de la performance, mais voilà comment nous, on a interprété les choses. On s'est dit, OK, un déterminant est donc forcément égal à un ou plusieurs experts. Et c'est de cette façon-là, en fait, finalement, qu'on a créé notre organisation sportive. Si je comprends, vous avez fait grossir votre staff. C'est ça. Vraiment chercher des experts dans des domaines bien particuliers. C'est ça, exactement. Et ça va forcément modifier, ça modifie un petit peu, mais après ça, c'est ma perception, ça modifie finalement le rôle du coach au final. Parce que le coach n'est pas seulement un manager qui va finalement coacher les joueurs. Finalement, le coach devient un manager qui va également manager un staff, mais également manager des joueurs. Donc, vous voyez, finalement, le coach manage deux équipes en quelque sorte. C'est une façon un peu de schématiser les choses, mais c'est cette perception-là qu'on a aujourd'hui. Donc l'idée, c'est ça. Ça veut dire qu'en termes de compétences, effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, c'est pas simplement le management des joueurs, mais c'est le management des joueurs et aussi d'un staff, et d'un staff avec deux experts. Est-ce que ça veut dire aussi le coach n'a pas toutes les expertises?
Non, ça veut dire aujourd'hui que le coach, alors après, encore une fois de plus, ça n'engage que moi, mais voilà, aujourd'hui, il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux économiques qui sont importants. Il y a également, je pense qu'il y a une mentalité aussi qui a évolué. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, quand je parle de mentalité, aujourd'hui, les joueurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a un turnover qui est beaucoup plus important que, qu'il, y a, qu'il y a 20 ans. Et l'idée, c'est de dire, finalement, comment dire ça? De dire, au final, le coach, aujourd'hui, on doit s'adapter. Et réellement, aujourd'hui, on doit également penser que les joueurs ont des carrières et ont des projets aussi individuels. J'y reviendrai plus tard, mais l'idée, au final, c'est de dire que le coach de maintenant ne peut pas être juste le coach, un coach comme il y a 20 ans qui va faire de la vidéo, qui va faire de la préparation physique, qui va faire, voilà, qui va faire finalement tout, qui va faire du travail individuel. Mais à un moment donné, là, là, on ne peut plus. On ne peut plus aller vers ce modèle-là, puisqu'aujourd'hui, pour moi, les choses ont évolué. Les attentes sont différentes, les attentes des agents, les attentes des joueurs, les attentes du club aussi ont changé. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'orienter vers l'idée de staffer, comme tu dis, et finalement d'entourer ce coach d'experts. Au final, c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça, alors j'espère que vous voyez la diapo sur les déterminants et les experts. C'est le cas. Ouais, je disais merci Yacine. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Je te laisse dérouler parce que je t'ai posé plein de questions, mais je trouvais le truc hyper intéressant. D'accord. Hop là. Voilà. Donc l'idée est là. Donc derrière chaque déterminant, on va mettre des experts. Au final, vous voyez sur l'aspect tactique, quelque chose de simple. Nous avons aujourd'hui deux assistants coach qui vont être en charge en fait de la stratégie offensive et défensive. Aujourd'hui, sur l'aspect mental, on a la chance aujourd'hui de bénéficier en fait je pourrais dire de l'expertise en tout cas d'un médecin psychiatre, ce qui pour moi est fondamental parce je pense qu'on ne parle jamais assez du mental. Sur l'aspect technique, on a également en moi une personne qui va se charger finalement donc, du développement des joueurs. Et puis sur l'aspect santé, on a cette chance en tout cas au CSP d'être nombreux, d'avoir un médecin, d'avoir un kiné ennemi, j'ai envie de dire, à plein temps, et, et d'avoir également le jour du match d'autres kinés présents, et ostéopathes également. Et puis enfin le préparateur physique, enfin en tout cas l'aspect physique, nous avons un préparateur physique et un data analyst. Alors, je vous expliquerai un petit peu, je vais vous expliquer assez facilement leur rôle et à travers en fait ce qui vient de s'afficher logiquement à l'écran. Comme je vous disais tout à l'heure, finalement, on se retrouve avec un entraîneur principal qui va devoir en fait finalement manager un staff. Et vous pouvez voir, et je vais reprendre sur la préparation physique et le data analyst, ils ont vraiment un rôle prépondérant sur la planification des entraînements. C'est très important parce que pour moi, ça va avoir un impact autant sur l'aspect collectif, mais sur l'aspect individuel également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers des chiffres et à travers un aménagement, en tout cas, un aménagement finalement des entraînements, on va pouvoir réguler, on va pouvoir s'organiser autour et savoir, et de comprendre en tout cas le niveau de forme de chacun, pouvoir s'organiser autour pour aborder de la meilleure manière les matchs. Les entraîneurs assistants, comme je vous ai dit, s'occupent également de la stratégie. Alors, comme je parlais tout à l'heure de la santé, je parlais du médecin psychiatre. Comme je vous ai expliqué, il est là en tout cas parce la performance, c'est pas uniquement sur le terrain. Quand un joueur est anxieux, quand il peut avoir différentes choses, des facteurs qu'on maîtrise pas toujours, on sait aujourd'hui qu'on a une personne en tout cas compétente qui est là pour nous aider en tout cas à amener ce joueur à performer. Et puis finalement, on a le médecin et les professionnels de soins qui sont là au quotidien avec nos joueurs. Et pour terminer, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être je me répète, mais l'idée aussi d'avoir toujours un entraîneur présent sur l'aspect technique. Voilà aujourd'hui de quelle manière on fonctionne aujourd'hui au niveau CSP, au niveau de notre organisation. Alors voilà, j'ai l'habitude de dire le jour du match, vous voyez peut-être trois personnes sur le banc et finalement il y en a un paquet qui travaille derrière. Donc voilà. Yacine, j'ai une question pour toi qui me brûle les lèvres parce que du coup on peut tous se la poser un petit peu.
C'est quand tu es dans une organisation comme ça, avec un staff important, toi, le coaching, il te manque pas? Bah, franchement, non, puisque en fait, au final, c'est un choix que j'ai fait il y a déjà quelques années. Déjà, quand j'étais, comme je le disais, quand j'étais consultant, c'était un choix que j'avais fait et non pas, et je tiens à le dire, c'était pas un choix économique, hein, c'était d'abord l'idée, en fait, pour moi, de connaître le haut niveau. Et pour moi, je pense que j'avais une expertise qui était intéressante sur l'aspect technique et je pense que je pouvais partager avec des joueurs de haut niveau. Mais finalement, j'ai un peu tourné le dos à ça, même si bien évidemment, en fait, on travaille au-delà de ça, on travaille en équipe. C'est-à-dire que je travaille également avec les assistants. Donc, il ne faut pas croire que je suis dans mon coin. Mais aujourd'hui, j'ai bien évidemment besoin de comprendre ce qu'on fait collectivement pour pouvoir mieux travailler sur mon quotidien. C'est une, donc sans cette formation de départ, comme je disais, sans avoir cette formation d'entraîneur classique, si je peux me permettre, forcément, je pense que je serais en difficulté aujourd'hui. Je serais en difficulté sur mon travail au quotidien si j'avais pas, voilà, si j'avais pas cette connaissance de l'équipe en attaque et en défense, sur les collaborations défensives, les collaborations offensives. Mais personnellement, non, ça ne me manque pas. Au contraire, je pense que je suis bien à ma place et je suis bien à ma place et très heureux. Voilà, ce que je peux dire. Cool. Très heureux. On te laisse répondre. Ok. Donc, bon, là, on va arriver sur quelque chose qui est assez simple. On va parler finalement du comment. On va parler un petit peu de comment je fonctionne, de mon rôle au sein de l'équipe. Alors, je me suis permis d'utiliser un petit peu des documents que j'ai établis en fait sur des joueurs durant par exemple ces 2 dernières années. Donc ça, pour justement montrer à chacun, montrer à tout le monde en tout cas comment j'ai abordé les choses. Et je vais revenir avec cette idée de départ. Mon rôle finalement, c'est d'apporter en quelque sorte un double projet. L'idée, c'est d'être garant même, j'ai envie de dire, d'être garant plutôt du double projet, dans le sens où aujourd'hui, j'ai repris un peu cette question de départ sur la performance. Tout à l'heure, j'en parlais de l'atteinte du résultat. Mais l'atteinte du résultat et l'idée de créer de la valeur, donc finalement l'idée permettre finalement aux joueurs de développer leurs compétences. Et pour moi, c'est ce qui donne du sens à mon travail dans le quotidien, c'est que finalement quand un joueur vient aujourd'hui au Limoges CSP, il vient réellement avec des objectifs. Et quand je dis ça, il vient avec des objectifs. Et donc forcément, c'est beaucoup plus facile à travers le double projet de parler de motivation. Aujourd'hui, vous ne venez pas simplement pour être à Limoges et faire un résultat. Non, l'idée, c'est de dire, quand on intègre certains joueurs, ils viennent clairement pour dire, voilà, ça doit être un passage qui va me permettre finalement de progresser. Progresser certes sur le plan individuel, mais également sur le plan collectif. Donc, logiquement, avec l'encadrement, les joueurs, moi j'ai l'habitude de dire, les joueurs ont toujours envie de travailler. Donc, avec l'encadrement, les joueurs crée forcément de la motivation autour d'eux. Donc l'idée, je peux parler de cas très concrets. Sékou Doumbouya, par exemple. Quand on intègre Sékou Doumbouya, on l'intègre dans un objectif très précis. L'objectif précis, c'est de l'intégrer, c'est qu'il puisse intégrer en tout cas la draft à la fin de saison. C'était le cas la saison dernière. Et donc là, on a un objectif clair, net et précis. Aujourd'hui, il intègre le CSP pour aller à la draft. Donc là, je peux vous garantir que dans le quotidien, je ne dis pas qu'il y a un niveau de pression qui est élevé, hein. Je ne dis pas ça, mais je dis en tout cas qu'on ne chôme pas, quoi. On bosse. On bosse et c'est coupé en témoigner des séances à 8h du matin où voilà, c'est pas toujours évident parce que c'était des habitudes qu'il n'avait pas forcément avant. Mais quand il y a un objectif et quand il y a un encadrement derrière, c'est toujours beaucoup plus facile en tout cas d'amener les joueurs à être motivés. C'était le cas également avec Axel Bouteille qui avait une véritable envie d'aller au niveau européen, aujourd'hui qui est à Bilbao et qui est aujourd'hui à Malaga, et pour William Howard qui avait également des envies d'aller en Europe, qui avait le potentiel. Et ça, c'est très important. Il avait le potentiel. Aujourd'hui, il a
il a un two-way contract en NBA. Mais l'idée, en fait, elle est assez simple, c'est de dire que ces joueurs-là se sont donné les moyens, mais n'oubliez pas, ils travaillent à la fois individuellement pour progresser, mais sans un management, il n'y a pas de progression. Donc les deux doivent être associés. L'un ne va pas sans l'autre. D'où la notion de double projet. Je comprends ce que tu veux dire. Il est vraiment impératif d'avoir un objectif précis, atteignable, pour que derrière le joueur s'engage pleinement dans les entraînements que tu vas proposer. C'est ça. Et sans cette perception-là, sans cette vision-là aujourd'hui, je le répète, je trouve que les mentalités ont réellement changé et qu'aujourd'hui, forcément pour des raisons économiques et bien évidemment, j'ai envie de dire sportives, mais aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas clairement aux joueurs, pour moi, si la structure ne s'intéresse pas aux joueurs, ça va être difficile de tirer le meilleur de celui-ci, en fait. C'est difficile. Après, c'est ma perception, mais c'est la perception que j'ai de mon métier, mais de dire, et je pense que c'est la perception également actuellement du coach du CSP, Mehdi Mari, qui est de dire, voilà, on doit avoir ce double projet, et c'est très important, et pour que ce double projet puisse fonctionner, on doit réussir à travailler ensemble. C'est un peu ça l'idée. Ok, super. Alors, Yacine, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on a commencé. Je suis désolé, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Bien sûr. Voilà, donc ensuite, je vais parler en fait de mon rôle. Au final, mes missions, comme je le disais, elles sont de développer les compétences techniques. Mais l'idée, en fait, c'est l'idée assez simple, elle se répartit en plusieurs missions. Donc les compétences techniques prioritaires, parce qu'il faut bien entendre que derrière chaque joueur, il y a des priorités. Les priorités sont toujours déterminées avec l'entraîneur principal et les assistants. Ensuite, comment expliquer, on a ensuite un partage finalement qui va se faire avec les joueurs. L'idée, c'est de dire on a des priorités, mais on travaille également, on travaille main dans la main avec les joueurs. Ça veut dire qu'on a besoin de partager. Pourquoi ? Parce que les joueurs, si on ne partage pas avec les joueurs, ils ne peuvent pas s'approprier le projet. Pas possible. Ensuite, il y a bien évidemment la planification, et je vais vous montrer des exemples de planification de charge d'entraînement. Forcément, cette planification, on ne peut pas la valider sans le préparateur physique, l'aval du préparateur physique et du staff médical. Ensuite, je dois assurer l'entraînement quotidien, ça toujours en lien avec le préparateur physique et le staff médical. Sur certains cas, ça fait des allers-retours et je vous expliquerai plus en détail. Et puis pour terminer, il y a le suivi également de nos jeunes joueurs d'équipe nationale. J'en parle assez rapidement, mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on a un joueur qui va sur une équipe nationale jeune, c'est très important également de contacter les coachs de cette équipe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette période ou sur des rassemblements, par exemple, compétition, rassemblement évidemment. Ça a été le cas par exemple de Timothée Basile, où sur son expérience, c'est sur son expérience U18, il me semble, on a travaillé en tout cas avec les coachs comme, en tout cas sur son expérience U20, pardon, on a travaillé avec des coachs comme Aimé Toupane, on a eu des retours de Dounia Issa, où c'était très intéressant par la suite sur les entraînements qu'on avait mis en place. Et puis pour terminer, sur certains cas particuliers, et donc je pense forcément à la réathlétisation en premier, je vais devoir finalement coordonner tout le monde. L'idée, c'est de dire, c'est un peu l'idée, j'en reparlerai, c'est un peu l'idée des feux verts, c'est de dire aujourd'hui, quand un joueur finalement est blessé, avant de pouvoir le remettre sur le terrain, il va passer par plusieurs étapes. Et là, ce que je vais tenter de faire, c'est d'essayer de coordonner une planification autour de ce joueur et d'essayer de réunir médicaux et staff physique pour qu'on puisse proposer le meilleur retour possible. Et puis ensuite, il y a également toujours ce travail un petit peu de développement de nos jeunes, parce qu'on est vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Et je dis jeunes et débutants, parce que cette saison, par exemple, on a intégré, et ce sera le cas aussi la saison prochaine, on a aussi intégré des joueurs qui ne connaissaient pas la JP Elite. Donc, il faut également, à un moment donné, avoir un temps pour eux et travailler plus avec eux que forcément avec certains qui ont une expérience de 10-15 ans sur le championnat.
première étape du travail qu'on va devoir faire, en tout cas de mon côté, va être ce qu'on appelle le scouting. Donc, je vous ai mis 2 scootings, celui d'Axel Bouteille et Joe Roussel. Donc, c'est des scootings qui ont. Mon scouting a forcément évolué entre-temps. Mais l'idée, pour moi, c'est de connaître le joueur. C'est très important. Le scouting, c'est un enjeu terrible parce que j'ai besoin de connaître mon joueur, de le mieux connaître possible, mais en même temps de m'approprier les codes et de construire une confiance avec lui. Et pour ça, j'ai besoin de le connaître. Et si on prend par exemple le cas d'Axel Bouteille, quand moi j'arrive, Axel Bouteille, vous voyez, j'ai mis des choses vraiment importantes, mais qui me donnaient une idée de finalement l'identité d'Axel, un joueur finalement qui fait au final très peu de passes, mais un joueur qui a un pourcentage à 3 points plutôt faible par rapport aux autres arrières, mais un joueur qui perd très peu de ballons pendant les matchs. Donc voilà, ça me permet juste de le resituer et de connaître les axes de développement. Ça va être de développement, de performance. Et puis finalement, vous avez Joe Roussel, où voilà, bon, un joueur qu'on connaît tous aussi, comme Axel, mais tout le monde, personne contestera finalement que Joe Roussel est un joueur qui shoot à 3 points, qui aime tirer à 3 points, mais en fait la réalité c'est de savoir comment il tire, où il tire, et en même temps d'avoir des chiffres. Pourquoi ? Parce qu'une observation, ça reste subjectif. Donc l'idée, c'est d'essayer ce travail-là, il est fait sur chaque joueur. Donc pour ça que la partie scouting, pour moi, elle est très importante. Ensuite, dans ce quotidien-là, ce qu'on va tenter dans ce quotidien, une fois qu'on a... Comment je pourrais expliquer ça ? Une fois qu'on a scouté nos joueurs, une fois qu'on a partagé les contenus, il faut quand même, dans le quotidien, avoir une évaluation. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit, pour moi, du coach actuel, où l'idée, c'était de dire, voilà, on doit finalement évaluer les joueurs un peu dans le quotidien. C'est un peu ce qu'on fait dans des structures NBA ou d'autres grandes structures en Europe, où l'idée, c'est de dire, on a besoin de savoir où en est notre joueur sur la saison. C'est-à-dire, OK, on accueille un joueur qui est bon tireur, mais on sait que pendant cette saison, il y a des joueurs qui peuvent très bien progresser et être à leur tour des armes dans ce domaine. Alors, l'idée, c'est simplement d'avoir l'information. Donc là, par exemple, ce qui s'affiche devant votre écran, donc, c'est un petit peu le type finalement d'évaluation qu'on peut faire avec une grille. Cette grille, ensuite, derrière, ça nous permet simplement de garder les chiffres, d'avoir une évaluation quotidienne et finalement de resituer de resituer finalement le travail de chacun au quotidien. L'évaluation, pour moi, c'est vraiment un domaine important et j'ai envie de dire, même quelles que soient les équipes que vous allez avoir, pour moi, que vous ayez des U13, des U15, des U18, des pros, c'est quelque chose qu'on doit faire réellement dans le quotidien. Il y a plein de manières de pouvoir évaluer. Là, vous avez vu du tir, mais on a d'autres façons aussi également d'évaluer nos jeux. Ensuite, Yacine, je te coupe parce qu'il y a une partie là qui m'intéresse particulièrement par rapport au tir. Sur tes grilles de tir, j'ai l'impression que tu contextualises beaucoup. Sur la transition. Est-ce que ça fait référence aux actions que le joueur peut... Alors bien sûr, en fait l'idée c'est de dire qu'on a un nombre d'actions par match. Forcément, on a un nombre. Quand je dis un nombre, on a plutôt un type de situation, des types de situations qui vont se répéter en fait dans le quotidien. Et en fait, on va simplement contextualiser la grille de tir. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est de contextualiser. Quand vous avez par exemple, je ne sais pas, des situations de spot-up, des situations de roll and replace, toutes ces situations finalement, donc c'est des tirs qu'on va avoir sur des situations de pick and roll, des tirs qu'on va avoir sur des situations de fixation, c'est-à-dire je vais driver, je vais passer le ballon, toutes ces situations-là, ça va être des situations qu'on va travailler au quotidien. Alors quand je dis au quotidien, j'entends bien, ça ne veut pas dire tous les jours. On sait bien quand on joue une Coupe d'Europe et un championnat au quotidien, 2 matchs par semaine, l'évaluation, on ne peut pas la faire tous les jours. Mais en tout cas, l'évaluation, on va avoir une évaluation tous les mois. On sait où on en est, on sait les progrès qui sont faits, et en même temps, pour ma part, ça me permet également d'évaluer mon travail. Et ça me permet de savoir surtout si à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles
on a du progrès, mais on sent qu'on peut pas, on sent qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Enfin, en tout cas, on atteint une espèce de plafond de verre sur l'aspect technique. Et on ne va pas hésiter, et ça a été le cas sans donner un nom sur notre équipe, on n'a pas hésité à faire appel à un consultant. Par exemple, un consultant non pas sur l'aspect technique, mais sur l'aspect psychologie sportive, sur des choses très très précises et forcément en confiance avec notre, comme je vous disais, avec notre médecin psychiatre, et ça a été assez productif. Donc voilà, l'idée c'est vraiment toujours resituer. Ouais. Yacine, c'est très intéressant là, ce que tu dis, parce qu'on s'est tous confrontés des fois à un joueur qu'on voulait développer individuellement. Mm-hmm. Parfois, effectivement, soit c'est peut-être des fois notre message qui ne passe pas, soit le joueur, effectivement, comme tu dis, atteint un plafond de verre, et le faire exploser ce plafond de verre, aller chercher encore d'autres ressources à l'extérieur. Ouais, ça, je trouve ça courageux, quoi. Ça a été fait là, comme un accord avec le staff bien sûr, c'est comme un accord. Alors, j'ai cette chance aussi. J'ai cette chance et voilà, j'ai vraiment, je tiens à dire, on travaille vraiment en équipe. On a tous confiance les uns les autres, enfin les uns envers les autres au sein du staff. Et quand on a fait appel à un consultant, ça s'est fait de manière finalement collective. On en a parlé avec le coach. Le consultant, voilà, agit dans notre salle parce que moi j'ai eu des fois à voir des consultants qui intervenaient des fois à l'extérieur et je trouvais pas ça forcément, non pas correct, c'est pas ça, mais je pense que c'est important de rester et de travailler en fait avec le staff, de comprendre en fait, de comprendre les problématiques qu'on a, et pour ça il faut qu'on soit dans l'échange. S'il n'y a pas d'échange, ça devient compliqué. Et les ressources, pour moi, elles peuvent venir, bien sûr qu'elles peuvent venir de l'extérieur. C'est important. Si aujourd'hui on veut réussir, si aujourd'hui on veut voir un joueur performant, et si à un moment donné on sent qu'on atteint certaines limites, il ne faut pas hésiter à dire ok, là on ne peut pas aller plus loin. De quelle manière on peut avancer maintenant? C'est un peu comme ça qu'on prend les choses dans le quotidien. Donc okay. Ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que tu peux aller sur les slides qui sont les plus pertinentes pour toi, parce que ça fait bientôt 40 minutes et si on veut les s'assurer. Alors moi je pense que l'idée de savoir construire je vais revenir dessus, de construire en fait une séance individuelle, je pense que c'est très important. Donc c'est ma façon en fait de travailler. Donc, finalement, vous avez la performance, vous voyez un schéma avec la performance. Finalement, la performance et le développement d'un côté, et le concept au milieu. Quand vous regardez bien les deux, performance et développement, finalement, c'est la même chose dans le sens où on va finalement combiner deux concepts. Ces concepts, ils sont assez simples. C'est les fondamentaux, le spécifique, des situations spécifiques comme un poste de jeu, comme une situation de jeu, et finalement, je vais dire en trois, ce qu'on appelle l'opposition. Alors l'opposition, c'est pas le 1 contre 1 comme on peut l'entendre, mais je vous expliquerai mieux. Et l'idée de ce développement et performance, en fait, c'est assez simple, c'est de dire quand vous travaillez avec Nicolas Lang sur le tir, Nicolas Lang, c'est un expert du tir. C'est aussi simple que ça. Donc on est dans le domaine de la performance. Par contre, quand vous travaillez avec Nicolas Lang sur l'aspect post-up, parce que ça reste un joueur, un ailier de 2 mètres, là, on va être dans le développement, si vous comprenez. Donc l'idée, pour moi, c'est très important que les choses soient très claires. Et quand je parlais de deux concepts, il ne faut pas oublier que mon intervention, elle peut être entre 30 et 45 minutes. Je peux pas, donc il faut que mon conseil soit précis, soit clair d'un point de vue PEDA. Et pour moi, la meilleure manière de fonctionner, c'est de choisir entre ces trois concepts. Je donne un exemple pour finir. Prenons l'exemple du post-up. Si mon intention est de travailler le post-up, je dirais que si je décidais d'aller sur le concept des fondamentaux, ce serait de dire je vais travailler sur des finitions peut-être près du cercle, par exemple pour l'échauffement. Et puis si je décide d'aller sur un aspect spécifique, je vais travailler peut-être des gestes précis par rapport au post-up. Exemple, voilà, up and under, spin back, des choses qu'on peut travailler assez facilement, apprendre à désaxer. Voilà, je pourrais faire un thème sur le post-up aussi avec plaisir, mais bon, voilà. Et puis finalement, si j'allais sur l'opposition, c'est assez simple, c'est de dire finalement, je vais devoir créer une situation, mais je vais finalement scénariser l'opposition. C'est un peu ça. Dans mon travail, dans le quotidien, quand il y a de l'opposition, je scénarise. De dire, par exemple, dans le domaine du post-up, qu'est-ce que je fais si je joue contre un joueur qui est sur une situation de mismatch, finalement, qui est plus petit que moi? Mais qu'est-ce que je fais contre un joueur qui est plus grand que moi?
Donc finalement, je ne fais que le scénariser. Donc mon entraînement individuel dans le quotidien, finalement, mon entraînement est très clair. Je travaille toujours à travers 2 concepts parmi les 3 que je viens de vous montrer. Là, d'ailleurs, je vous montre finalement une planification de charge dans le cadre de la réathlétisation de Nicolas Lang. Donc vous pouvez voir finalement dans chaque case que je reprends en fait mes thèmes, les 2 thèmes qui me paraissent importants, fondamentaux par exemple spécifiques, comme vous voyez sur la première semaine, et que je reprends pareil de l'opposition. Je précise même le joueur avec qui il va travailler sur l'opposition. Donc vous avez une réelle idée finalement de comment je vais travailler dans mon quotidien. Vous avez même vu à un moment donné, j'ai marqué, il y a une conversation about pre-game, ça veut dire que en fait, après à la fin de la semaine 4, on commence à parler finalement de ces routines de travail les jours de match. Donc là, on commence à parler, on commence à en discuter, et là, pour moi, ça fait partie finalement de la planification de charge et des choses que je dois contrôler également. Yacine, je vais revenir justement sur les routines, là. Tu commences un petit peu à en parler. Ouais. Comment elles sont établies? Est-ce que c'est une co-construction joueur, coach, toi? Est-ce que c'est toi qui impose? Comment ça fonctionne? Alors, non, alors finalement, c'est une discussion qu'on a entre le joueur. Alors moi, de ce côté-là, j'ai pleinement la confiance du coach. Et donc, c'est une discussion qu'on a vraiment entre le joueur et moi. Et l'idée, en fait, c'est simple, c'est de trouver quelque chose qui fasse écho et qui le mette dans les meilleures conditions possibles. Je vais donner, je vous affiche finalement le slide autour. Alors, je ne sais pas s'il a affiché le slide de la routine et d'un programme de tir, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai affiché la routine de Sékou Doumbouya qu'on avait l'année dernière, à savoir que c'était une routine au final qu'on a intégrée autant pour le match que pour des entraînements. C'est-à-dire que sur des entraînements collectifs, quand il n'avait pas d'entraînement individuel avant ces entraînements-là, on lui demandait de faire une routine. Et c'est cette même routine qu'il travaillait avant les entraînements, qu'il travaillait également avant les matchs. Donc c'est une routine finalement qui est plutôt simple à réaliser. Il faut toujours que pédagogiquement elle soit facile à comprendre pour qu'elle derrière elle puisse être réalisée. Yacine, on ne voit pas la slide dont tu parles. Bien sûr. Hop. Les gestes techniques. Merci. Voilà. Donc, vous voyez s'afficher donc un exemple de routine, comme je vous disais, autour de Sékou Doumbouya. Donc là, on va avoir une part de dribbling, donc une part de ball handling, donc de dextérité, parce que c'est un joueur qui est assez polyvalent, pour ceux qui le connaissent, qui a des qualités physiques assez incroyables, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui savait poste 3, poste 4, on ne sait pas quand je dis on ne sait pas exactement, il a une capacité à défendre sur plusieurs postes, mais offensivement, je pense que la manipulation de balle, c'était vraiment un axe fort, avec le tir évidemment. L'attaque, évidemment, on peut dans un deuxième temps savoir attaquer le cercle. Alors l'idée, c'est de dire, vous voyez, j'ai marqué 45 degrés drive out of line, donc d'apprendre finalement à ses coups à finalement agresser le cercle, mais de jamais rester dans le couloir de jeu direct. Donc je lui ai imposé des règles techniques, c'est-à-dire que quand il terminait sur son appui gauche, il finissait main gauche. Quand il terminait sur son appui droit, il finissait main droite. C'est vraiment des petits détails, mais ce qui permettait finalement à Sékou lorsqu'il y avait une opposition, de pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Ensuite, des situations de post-up, bien évidemment, avec un joueur de 2m06 qui est capable de jouer dans les ailes, ce serait bien dommage de s'en passer sur les post-up, même si c'est un point sur lequel je pense qu'on aurait vraiment pu progresser beaucoup plus. Les situations de spot-up, il a réellement progressé sur le tir, mais c'était quelque chose qu'on avait vraiment ciblé. Et bien évidemment, quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire des tirs dans les zones intermédiaires avec l'utilisation du dos. Voilà ce qu'on avait comme routine, par exemple. Donc ça, c'est des routines qu'on avait pu adapter, comme j'ai dit, pour l'entraînement et pour le match. Et à côté, et puis on arrivera à un dernier slide, puis voilà, et puis répondre aux questions. L'idée, c'est de dire, en fait, finalement, on a également dans le quotidien des séances collectives, mais on va dire qu'ils vont se faire par groupe, et on a mis en place, en fait, des programmes de tir. C'est-à-dire, dans le quotidien, nos joueurs tirent environ au moins 2 fois par semaine, c'est-à-dire où ils sont avec un partenaire et ils vont avoir un programme qui est vraiment spécifique à eux, c'est-à-dire personne n'a le même programme.
Personne. Donc c'est vraiment, quand je dis personne, vous avez 2 joueurs maximum qui peuvent avoir le même, parce qu'ils sont sur un même poste de jeu avec des qualités similaires. Mais la réalité, c'est que tout le monde a un programme de tir différent. Donc là, vous avez Hugo Bernidi, par exemple, dans le quotidien, qui va avoir son programme de tir assez clair et qui va devoir réaliser tous les mardis et tous les jeudis. Et on l'associe d'ailleurs avec un travail physique. Donc au final, la réalité, c'est que au niveau de mon intervention, et je pourrais encore en parler pendant 1 heure, mais au niveau de mon intervention, finalement, elle va se faire finalement le lundi matin avec ce travail qu'on va faire avec les jeunes, à se faire avec, sous forme de groupe, qu'on va travailler avec les jeunes et les débutants le lundi matin. Généralement, c'est de cette, quand on a un match le samedi soir, le dimanche est off, le lundi matin est dédié aux jeunes et aux débutants. C'est de cette façon-là qu'on aborde les choses. Le mardi et jeudi matin, ça reste des séances qui sont associées au travail physique, mais on va établir finalement des programmes de tir personnalisés. Et puis tout le long de la semaine, on a ces séances individuelles, avant, après. Je vais vous dire, vous avez vu sur une des planifications que j'ai eues avec Timothée Cruzol, il commence ses séances à 8h du matin des fois. Et puis, vous avez également les mises en place de ces routines. Donc vraiment toujours, mon objectif au final, c'est de créer des habitudes, de construire des certitudes et vraiment d'avoir un vrai contrôle sur la charge d'entraînement de technique, tout ce qui va être en dehors de l'aspect collectif, vraiment avoir ce contrôle-là qui me paraît essentiel dans mon travail. Super Yacine, c'était ta dernière slide, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Alors, j'ai une question là qui tombe. J'en ai une par rapport à l'intensité. Comment est-ce que tu modules l'intensité dans ce travail individuel? Parce que bon, c'est vrai que les coachs savent qu'à un moment, il faut passer par cette étape-là pour valider certains progrès. Est-ce que tu l'intègres et comment? Alors, donc nous, la chance qu'on avait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a un data analyst. Donc aujourd'hui, on sait exactement l'intensité finalement de nos joueurs dans le quotidien. On connaît leur charge, on connaît en fait l'intensité et forcément derrière, ça permet de faire des prédictions. Bien évidemment, forcément quand vous travaillez avec un joueur en pré-saison, c'est une évidence, vous n'avez forcément pas le même niveau d'intensité parce que vous n'avez pas de match en fait. Dans le quotidien, vous n'avez pas de match. Mais la réalité, c'est que quand vous avez 2 matchs dans la semaine, vous devez réguler cette intensité. Et pour ça, il faut se mettre vraiment en discussion avec tout le monde. Quand on sait que la séance va être intense, par exemple les séances du jeudi, en l'occurrence, qui vont être assez intenses, vous savez, quand vous allez travailler le jeudi, si je devais donner 3 échelles d'intensité, vous serez à intensité 1. Mais des fois, ça dépend également du thème. Ça dépend également du thème. Quand vous êtes dans le développement, vous ne pouvez pas toujours faire, même si vous avez l'opportunité de le faire, que ça se fait le lendemain d'un match, parce que des fois, ça m'arrive de travailler également le dimanche, vous ne pouvez pas non plus mettre de l'intensité pour mettre de l'intensité. Il faut prendre le temps. Il faut conseiller. Et ensuite, plus on va se rapprocher du match, moi j'ai l'habitude de plus on va se rapprocher du match, plus je vais essayer de réguler. Si je décide de mettre une intensité forte, à ce moment-là, je raccourcis l'entraînement. Si je décide de mettre finalement une intensité plutôt moyenne, j'ai l'habitude de rester sur mes standards habituels de 30 à 45 minutes. Mais vraiment, tout dépend. Vous avez Nicolas Lang qui aime mettre de l'intensité la veille du match, par exemple. Donc voilà, c'est aussi propre des fois à chacun. D'accord, d'accord. Ouais, c'est vraiment un travail en collaboration avec le joueur. Et puis vous n'êtes pas tout le temps à haute intensité. Tu peux faire du bon travail avec une intensité. Bien sûr, et bien évidemment. Et bien sûr, maintenant, tout le monde vous dira qu'il faut se rapprocher des exigences du match. Bien sûr, bien évidemment. Mais après, la réalité, c'est que tant que le joueur ne contrôle pas et ne maîtrise pas sa technique, vous pourrez mettre l'intensité que vous voulez, il sera forcément dans l'échec le jour du match. Ok, super. L'opposition, un peu le même style de question. Comment est-ce que tu injectes l'opposition effectivement dans le travail individuel? L'opposition, je disais tout à l'heure, je la scénarise. Je vais donner des exemples très concrets. Quand on est dans le tir, j'aime beaucoup faire une séance en général où les joueurs vont être dans l'opposition mais avec un retard. Donc je l'interprète. Alors, moi je dis que c'est l'opposition, mais finalement c'est de créer un retard défensif. C'est-à-dire de les mettre dans des situations de tir qui vont bien évidemment avoir par rapport aux différentes situations de jeu qu'on va jouer. Mais par contre, l'idée, c'est de dire, OK,
on va travailler sur cette situation-là, mais systématiquement, alors on utilise un groupe de joueurs, c'est-à-dire qu'on vient là, pour le coup, ce que je disais, on va travailler à 2, on va travailler à 3, et là, on va demander à un joueur de venir systématiquement en retard pour contester le tir. Voilà, par exemple, sur le travail, j'ai en tête, par exemple, un travail qu'on a fait récemment avec, des Marcus Nelson, qui est un meneur, un des rares meneurs qui peut poster en Jeep Elite et qui est plutôt même bon dans le post-up. Où là, par contre, pareil, de la même façon, on va scénariser, c'est-à-dire on va le pousser vers la baseline, on va le pousser plutôt dans l'axe. On va vraiment essayer de créer des scénarios parce qu'on sait que c'est un joueur qui a une capacité à passer la balle. Donc on va scénariser pour à un moment donné l'amener peut-être à être beaucoup plus focus sur son attrapé et essayer de regarder ce qui va se passer dans l'axe pour passer la balle que d'essayer de finir. Par exemple, l'idée c'est vraiment de scénariser, globalement. D'accord. Scénarisé. C'est pas juste prenez une balle jouée. Non, jamais. Un réalisateur. Jamais. T'es un réalisateur, t'es un peu le speaker. Ouais, tu peux dire ça en quelque sorte. Mais en fait, c'est parce que si vous lancez une balle au milieu des deux, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va vraiment jouer, l'autre qui va peut-être être une autre intensité. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne peut pas prendre un risque de blessure. Il faut tout contrôler. J'avais encore 2 questions. Un, par rapport à la préparation physique. Tu vois, le transfert entre la préparation physique qui va être géré par le préparateur et le travail individuel. Comment ça s'est intégré? Comment ça s'est intégré? Très concrètement, on va essayer en fait de faire des retours. Je vais parler de cas, par exemple, un cas très concret de réathlétisation, où on va dire, voilà, j'ai un joueur qui est passé par la case de préparation physique, qui est prêt finalement par les différents exercices, par les différentes séances qu'il a pu avoir toute la semaine, et prêt à aller sur le terrain. Voilà. Une fois qu'il est prêt à aller sur le terrain, on va commencer à travailler, voilà, on va travailler sur des situations qui sont vraiment spécifiques à son poste de jeu, et puis des fois, vous allez vous retrouver avec un joueur qui, je sais pas, qui va être en difficulté sur 2 ou 3 appuis, ou sur un mouvement bien précis. J'ai en tête un joueur sur le post-up qui avait vraiment du mal finalement à pivoter sur la ligne de fond, et on sent que derrière il y avait un problème d'équilibre. Et bien là, tout de suite, on check le préparateur physique, et moi on va en discuter, et le préparateur physique à ce moment-là écoute, moi je lui dis voilà ce que j'en pense, lui il me dit également, et là à ce moment-là, lui va essayer d'adapter ses séances qui vont arriver derrière. Donc vraiment c'est à travers la réactivité en fait. Soit il faut être réactif pour à un moment donné proposer un contenu toujours le contenu le plus adapté et le plus pertinent. C'est ça l'idée. Super. Dernière question. Ouais. Le ratio, comment tu gères ce ratio entre travailler le point fort du joueur et éventuellement ses points faibles? Comment tu fais ce choix-là? Comment tu trouves la balance en fait? Comment je vais trouver la balance? Je mets déjà, point faible, c'est un peu... On va travailler. Très fort. C'est un terme très fort. C'est un terme très fort. Non, en fait, réellement, les points forts, c'est quelque chose qui... c'est le fil rouge. La performance, ça reste un fil rouge. Maintenant, je l'ai répété encore, tout dépend du public que vous avez. Si vous avez des jeunes ou si vous avez des joueurs... comment dire? Si vous avez des joueurs expérimentés, vous avez ce fil rouge, donc vous serez plutôt sur la performance. Par contre, c'est vrai que sur des jeunes, vous allez passer beaucoup plus de temps finalement sur le développement, donc ce que tu peux appeler point faible au final. On va passer beaucoup plus de temps là-dessus dans le quotidien, tout simplement parce que voilà, ils ont forcément un temps de jeu, ils ont toujours un temps de jeu qui est beaucoup plus faible que d'autres. Donc ça peut être l'opportunité d'expliquer, voilà, si tu arrives à te développer, c'est comme ça que tu vas réussir à gagner ta place. Parce qu'avec le coach, on a défini des priorités. Et dans ces priorités, il faut que tu sois meilleur là-dessus. Si tu es meilleur là-dessus, tu as une chance réellement de pouvoir être... tu as une chance réellement de jouer beaucoup plus également le jour du match. Donc finalement, voilà, c'est de cette façon-là que je jauge, que je travaille. Vraiment, tout dépend du public que vous avez. Maintenant, vous avez des joueurs qui veulent vraiment progresser sur certains points, mais sincèrement, ils sont déjà à un bon niveau. Mais par contre, ils ne sont pas au niveau expert. C'est ce que je disais, il faut quand même différencier les joueurs. Quand vous avez
quand vous travaillez, par exemple, sur le pick and roll avec, je reprends des joueurs comme Nicolas Lang ou Marcus Guignard, des joueurs qu'on a actuellement, c'est des joueurs qui savent très bien jouer un pick and roll. Mais évidemment, ils ne jouent pas un pick and roll comme certains arrières. Mais par contre, ils ont une réelle capacité à être bons sur ces domaines-là. Mais ils ne sont pas forcément experts. C'est un peu ça l'idée. Donc là, on va le travailler. On va le travailler dans le quotidien pour qu'il soit forcément meilleur. Mais après, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Je ne sais pas si je réponds bien à cette question-là, mais c'est quelque chose qu'on doit absolument jauger et qui se fait en fonction du public que vous avez en face de vous. C'est ça l'idée. Vous ne pouvez pas dire, voilà, je travaille plus si. Non, il faut que le joueur soit toujours performant. Très individualisé, en fait. Ouais, il faut vraiment. Il doit être performant. Ça, c'est un fait. Il doit être performant là où, pourquoi on l'a recruté. Et puis, finalement, il doit être aussi sur ces points-là. Il peut réellement progresser. Maintenant, comment je vais aménager? À moi de l'aménager de manière intelligente et de manière quotidienne. Je le dis, souvent, les routines sont un bon moyen de travailler, justement, si tu peux appeler ça comme ça, les préfets. Ok, super, merci Yacine. Avant de nous quitter, j'ai quelques messages à vous faire passer. Tout d'abord, n'hésitez pas à relayer un maximum la vidéo et le live d'aujourd'hui. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur notre chaîne YouTube, où vous retrouverez dès lundi le replay de cette intervention-là. Les autres replays, il y a une excellente vidéo qui a été faite par Mathieu Carpentier, qui est préparateur physique du Pôle de Voiron, sur la mobilité articulaire et la coordination, qui est à revoir. Allez voir aussi ce que font nos amis bretons et normands et la chaîne YouTube de la Fédé, Fédé des formations. Vous y retrouverez plein de superbes interventions. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Mettez-nous plein de petits pouces bleus, ça nous aide, ça nous permet de pouvoir partager encore plus largement avec notre communauté pour faire avancer un petit peu le petit monde des entraîneurs, activer les notifications et tout ça, et ça aide. Voilà, je vais terminer en remerciant Yacine de son intervention. C'était très cool de ta part de prendre ce petit moment-là avec nous, très sympa. Je remercie aussi Pierre-Olivier qui était derrière au niveau des questions, qui me les relayait, et Marion qui est à la réalisation. Donc, vous ne la voyez pas, Marion, elle est cachée dans son appart à Lyon, et elle réalise l'ensemble de ses lives. Dernière chose à vous dire, écoutez, surtout, prenez soin de vous, restez chez vous. Le confinement, malheureusement, c'est pas encore terminé. Soyez sérieux avec ça. On vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci encore Yacine, merci Marion, merci Pierre-Olivier. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Bye Merci bye. Bye bye.